Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la thématique de la transition bas carbone des PME. Je suis Julia Dubois, je suis chef de projet au sein de l'association PASCA et j'ai le plaisir d'animer ce temps ensemble. J'ai également le plaisir d'être accompagnée d'Edwige Étienne. Bonjour Edwige. Bonjour, ça va bien? Ça va, on est parti. Alors on a prévu 1 heure ensemble, 45 minutes à peu près de présentation et 15 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&R sur Zoom pour poser vos questions et nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Je vous signale également que cette présentation est enregistrée et qu'un replay sera bientôt disponible. Alors, nous vous proposons également un petit quiz interactif pendant la présentation. Donc, vous pouvez, avec votre téléphone, scanner le QR code qui s'affiche pour participer, ou alors taper slido.com et le code qui s'affiche. Voilà, donc plusieurs questions vous seront proposées et vous pourrez participer en direct. Quelques mots sur le PASCA. Donc, les lettres PASCA signifient Pôle Achat Supply Chain Atlantique. Nous sommes une association, nos locaux sont à Pornichet et notre mission est d'accompagner les entreprises du territoire des Pays de la Loire dans leurs projets logistiques au sens large. Donc, on aime bien parler de supply chain. Ça va de l'approvisionnement jusqu'à la distribution, en passant par tout ce qui concerne bien évidemment la gestion d'entrepôts, l'alimentation de lignes de production, par exemple. Donc notre expertise est sur l'ensemble et sur les flux finalement. On a un ancrage historique fort dans le bassin nazérien. Donc, dans notre réseau, on a beaucoup d'entreprises industrielles. Et nous avons créé récemment un partenariat avec l'entreprise Decide Performance, qui accompagne elle, les entreprises dans la définition et l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, Decide Performance organise voilà, des accompagnements, là encore individuels, collectifs, réalise des diagnostics RSE et des bilans carbone. Et nous avons souhaité travailler ensemble pour mettre en lumière finalement les actions qui peuvent être menées sur le périmètre supply chain pour accompagner et pour atteindre pour accompagner plutôt une transition bas carbone au sein des entreprises et des PME. Voilà. Et Edwige, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise EM2 et le groupe Tupac? Oui, bonjour, je suis donc Edwige Etienne, responsable QSE chez EM2 Tube Carton. On fait partie du groupe Tupac. Donc EM2 a été créé en 1953, donc on a 70 ans d'expertise dans la fabrication de tubes carton spiralés. À l'origine, c'était Monsieur Chadu qui a créé l'entreprise essentiellement pour la défense, donc la production de conteneurs pour les munitions. Et puis, ça a été repris par Monsieur Dupeyrat en 1994. Et petit à petit, l'activité s'est développée au civil avec la production de tubes pour un peu tous les secteurs de l'industrie. Et puis, une grosse avancée en 2016 avec la constitution du groupe Tupac, racheté par le groupe Verpac. Euh, et là, du coup, on a eu une grosse expansion sur le civil avec du tube carton qui à destination aussi bien de la pharmaceutique, les industriels, les papetiers, enfin un peu tous les domaines d'activité. Voilà. Et on a toujours conservé la défense. Et aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs? Donc, nous sommes à peu près 120 collaborateurs et on est trois entités en France, donc pour répondre un peu à tous les besoins sur le territoire. Très bien. Merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les produits qui sont fabriqués sur le site EM2 à Ancenis? Pour quels clients sont-ils fabriqués? Et puis on voit sur l'écran un logo
FSC. Est-ce que tu peux également nous préciser à quoi cela correspond? Donc, on produit des tubes en carton à base de carton 100% recyclé, euh, qui sont recouverts, alors pour la majorité de craft, qui est soit 100% recyclé, soit avec une petite partie pure pâte. Mais donc, grosso modo, on doit être à 98% de matière recyclée. Et puis, on a la partie défense qui a d'autres matériaux un petit peu à l'intérieur. Et donc, oui, nous avons un label FSC, enfin une certification FSC sur les tubes qui sont justement recouverts de craft. Donc, ça représente la majorité de notre production. Et donc, c'est des forêts, c'est, pardon, le FSC, c'est c'est un peu dans notre engagement RSE, en fait, pour prouver qu'on a des matériaux sourcés voilà, de manière éthique et donc sans détruire les forêts. Voilà, donc on est certifié depuis 2020. Parfait, merci. Voilà. Alors après ces quelques éléments de présentation, je vous propose de revenir au sujet du jour, qui est donc celui de la transition bas carbone côté PME. Donc vous voyez à l'écran quelques chiffres en fait qui sont issus d'une étude de la BPI, alors qui date de 2020. Il y a une nouvelle enquête est sortie récemment et les messages ou les enseignements à en tirer sont globalement les mêmes qu'il y a 3 ans. En fait, on peut observer un peu un décalage entre je veux dire, le dirigeant d'entreprise qui a bien conscience de l'urgence climatique, hein, de la nécessité d'agir et de faire quelque chose. Et puis finalement, un sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose. Donc voilà, on trouve un peu ce décalage. On en a quand même une petite moitié qui affirme et qui disent avoir déjà mené des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais en tout cas, trop peu pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour agir face à cette urgence. Alors, il existe beaucoup de freins au niveau des PME. Là, vous en trouvez une liste et aussi issue de la BPI. Et là, pour le coup, c'est la dernière enquête. Il y a donc plusieurs freins. On peut notamment citer le manque de moyens financiers, le manque de temps, le manque de compétences pour avancer sur ces sujets-là. En fait, le thème du climat et de l'environnement, c'est vrai que c'est un thème qui est transverse à l'entreprise, qui est complexe, qui n'est pas toujours facile à appréhender. Et puis, on note aussi hein, dans les premiers, enfin, le premier frein, il y a une difficulté à bien identifier les acteurs qui peuvent accompagner, quand on doit faire des dossiers de demande de financement ou d'accompagnement, ou parfois aussi des lourdeurs dans des discussions sur des problèmes de réglementation, où on a des avis contradictoires. Voilà, donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'éléments qui freinent les avancées sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, les entreprises, notamment les PME, finalement considèrent en majorité que avancer sur la décarbonation, c'est vraiment prendre un risque pour l'entreprise à court terme et éventuellement, c'est la désavantager face à ses concurrents. Donc, une fois qu'on a dit ça, Edwige, moi, je me tourne vers EM2 et le groupe Tupac. Pourquoi vous avez décidé de vous engager dans une démarche de transition et notamment dans la réalisation d'un bilan carbone? Alors, tout d'abord, c'est d'une part, puisque depuis de nombreuses années, enfin, moi, je suis arrivée en 2015, il y a toujours eu une sensibilité des dirigeants et aussi de plusieurs collaborateurs par rapport à l'environnement. Euh, on est mécène du projet Ice Memory, notamment. On parraine des ruches via un toit pour les abeilles, et puis on est adhérent à l'association Horace et on achète notre énergie collectivement avec Collectif Énergie. Donc on avait déjà pas mal de démarches qui allaient dans le sens de la RSE, plus le FSC qui s'est rajouté, où il y a aussi où il faut prouver aussi qu'au niveau de nos collaborateurs, qu'on travaille qu'on protège leur sécurité, qu'on assure un cadre de travail sain.
Donc on avait déjà beaucoup d'éléments, on voulait structurer ça plus au niveau simplement de M2, mais au niveau du groupe, pour que ça fasse sens. Et puis c'était le premier projet aussi qu'on mettait en place pour l'ensemble du groupe. Donc travailler vraiment ensemble. Voilà. Donc ça crée de la cohésion aussi au niveau de nos entités. Je ne sais pas si tu voulais. Non, mais c'est clair. Alors effectivement, je peux compléter par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, pourquoi certaines entreprises font le choix de s'engager dans une démarche carbone? On peut aussi citer la, la réglementation hein, qui va se durcir dans les années à venir. Et donc, ça peut être une raison aussi de s'engager dans une démarche. On parle beaucoup de la réglementation CSRD qui est au niveau européen et qui va concerner des PME, des entreprises de plus petite taille qu'aujourd'hui, avec des exigences assez fortes sur le sujet. Ça peut être aussi pour évaluer sa dépendance aux énergies fossiles, pour des problématiques de disponibilité ou de tarifs. Hein. On a connu des événements l'année dernière et peut-être encore à venir cet hiver. Donc, c'est aussi dans le cadre d'une démarche carbone qu'on peut regarder et essayer de se prémunir face à l'avenir. Impliquer les salariés, les salariés, donc Edwige l'a dit. Structurer sa politique, on l'a dit aussi. Ça peut être aussi pour essayer d'être exemplaire hein, sur la thématique de l'environnement. Donc, c'est ce vers quoi vous vous engagez. Et puis, j'ajouterais peut-être aussi la notion d'innovation. On la cite un peu moins, mais quand on fait cette démarche-là, comme d'autres démarches d'ailleurs, bah, on se remet en cause, on se pose des questions et on peut faire naître des nouvelles idées ou des nouvelles actions qui vont s'inscrire finalement dans un cadre d'innovation et qui peuvent aussi faire en sorte que l'entreprise se démarque de ses concurrents. Donc ça peut à l'inverse être vraiment un point, un point un point de démarcation en fait face à des concurrents. Est-ce qu'Edwige, tu veux compléter par rapport Oui, à tout ça? en fait, nous, on avait aussi également fait un premier bilan carbone, mais un petit peu moins complet en 2018. Alors, en tâtonnant, on n'avait pas vraiment formé, etc. Mais déjà pour avoir un premier état des lieux de ce qu'on produit en carbone. Et déjà, on avait dégagé des pistes de travail, donc réduction des déchets, essayer de grouper au maximum nos expéditions pour pouvoir et bénéficier de tarifs et aussi de réduire notre impact carbone. Donc on avait déjà entamé une démarche et en fait on voulait quelque chose de plus formalisé et plus puis il y a aussi eu du progrès et de l'avancement aussi au niveau du calcul de bilan carbone. On voulait vraiment aller plus loin. On s'était seulement penché sur le scope 1 et 2 à l'époque, et maintenant on a intégré le scope 3 aussi, donc c'est beaucoup plus complet. Et on veut essayer d'aller les plus loin quoi, dans notre démarche. Très bien, merci. Alors, je propose un quiz. Alors, quelques questions qu'Edwige hop, va nous poser. Alors, quelle est l'augmentation de température maximale à ne pas dépasser dans le cadre des accords de Paris? 1,5 degré, 2 degrés ou 3 degrés? Alors, j'avance. Hop, voilà. Et là, vous avez 15 secondes, un peu moins maintenant, pour répondre à la question avant qu'on affiche la bonne réponse. Effectivement, c'est 2 degrés. Donc, les accords de Paris, on entend parler régulièrement. Hein, donc ça date de 2015. C'est près de 200 pays qui voilà, ont signé cet accord. Et donc, l'objectif, eh bien, c'est bien de rester en dessous de ces 2 degrés. Donc, vous voyez, il y a un des graphiques à gauche qui montre plutôt les émissions et puis ce qu'on appelle la séquestration du carbone en vert. Et donc, l'ensemble des deux, enfin, les deux doivent s'annuler à l'horizon 2050. Et puis, à droite, vous voyez une carte extraite de la fresque du climat avec les différents scénarios d'augmentation de température
possible. Voilà, donc c'est vrai que quand on dit 2 degrés, ça paraît pas beaucoup, mais à l'échelle de la planète, ça reste beaucoup en moins de 200 ans, parce que les dernières évolutions et augmentations de température, elles se sont faites plutôt sur des horizons beaucoup plus grands, hein. Voilà, on était plutôt sur, voilà, sur quelque chose de beaucoup plus large. Donc ça reste quand même, même les 2 degrés, ça reste quand même un objectif vraiment important à essayer de tenir. Question numéro 2. Selon le dernier rapport du GIEC, quelle est l'augmentation de température attendue d'ici la fin du siècle si on ne fait rien? Entre 1,1 et 1,8 degrés, entre 2,1 et 3,5 degrés, ou entre 3,3 et 5,7 degrés. Alors, hop, ça démarre. Alors, effectivement, vous êtes en majorité sur la bonne réponse. Alors, ça, c'est si on ne fait rien, hein. Donc, c'est le dernier rapport du GIEC, hein, qui pose ces éléments-là. On pourrait même dépasser donc les plus 1,5 degrés entre 2030 et 2040, hein. Donc, tout ça, c'est par rapport à l'ère pré-industrielle, donc c'est 1850. Et c'est au niveau mondial, hein. En France, on est un petit peu au-dessus de ces chiffres-là. Donc, je parlais tout à l'heure de l'échelle de temps et de l'échelle de la planète. Donc, les derniers plus 5 degrés, c'est plutôt en 20 000 ans on a pu les observer. Et là, aujourd'hui, on parle dans le scénario, enfin, un des scénarios qui est plutôt le plus mauvais, de 5 degrés en 200 ans. Alors, autre question. Quelle est la part de la consommation des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, dans le mix énergique mondial? 60%, 70% ou 80%? Et non, c'est bien 80% la bonne réponse. Enfin, quelques-uns avaient trouvé, mais pas tous. Oui, donc effectivement, on parle beaucoup des énergies renouvelables, mais elles restent vraiment minimes à l'échelle mondiale, et même si elles continuent à se développer, eh bien, le pétrole, le charbon et le gaz naturel continuent eux aussi à être les plus utilisés et à se développer aussi. Donc en premier, c'est le pétrole, ensuite le charbon et enfin le gaz. Et le plus nocif en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le charbon. Donc on est bien là sur le mix énergétique mondial. En France, c'est un peu différent puisqu'on a l'énergie nucléaire qui est décarbonée. Allez, une autre question. Alors, quelle est l'empreinte d'un Français moyen en tonnes équivalent carbone? L'émission du territoire français plus importation. Je sais pas. Émission, oui, c'est ça. Émission du territoire français plus importation. Oui, 6 oui, tonnes. bien, Ouais, c'est vraiment d'un point de vue ouais, un Français qui vit en ouais, France et qui achète des choses qui viennent éventuellement d'ailleurs dans le monde. Voilà. d'accord. Est-ce que c'est 6 tonnes équivalent CO2? Est-ce que c'est 10 tonnes équivalent CO2? Ou est-ce que c'est 14 tonnes équivalent CO2? Oui, vous êtes majoritaire à avoir la bonne réponse. En effet, c'est 10 tonnes. Alors, les chiffres varient un petit peu plus, un petit peu moins, mais l'ordre de grandeur, c'est bien celui-là. Et l'objectif, en fait, pour respecter les accords qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est d'atteindre le 2 tonnes. Et donc, il faut diminuer par 5 nos émissions. Donc, voilà, c'est beaucoup. L'enjeu est important. Alors, vous pouvez trouver des rapports ou des études qui mettent bien en évidence que la partie geste individuel, elle est nécessaire, mais elle n'est pas du tout suffisante pour atteindre les objectifs.
Donc, si chacun, à son niveau individuel, avec ses moyens, ses contraintes, son mode de vie, etc., essayait d'être le plus exemplaire possible, on n'aurait fait qu'un quart du chemin, et éventuellement un tiers, mais pas plus. Tout le reste, ce sont bien des actions collectives qui doivent être mises en place, aussi bien par les pays, les États, que par les entreprises. Et donc, il nous semble vraiment absolument indispensable que les entreprises se saisissent aussi du sujet, parce qu'elles font partie de ce collectif qui a la possibilité de faire des choses et de nous faire avancer dans la bonne direction. Alors, comment avancer? Comment s'engager? Alors, une démarche, j'allais dire, générale RSE, mais c'est aussi valable pour le bilan carbone, comprend trois étapes. Donc, une étape où on va sensibiliser, une étape où on va évaluer, entrer dans les données opérationnelles de l'entreprise, et puis une étape où on va définir un plan d'action et agir. Non, j'ai raté une question pour Edwige. Alors, Edwige, dis-nous-en un peu plus sur cette démarche que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du bilan carbone, mais vous vous êtes engagé en fait dans une démarche qui est plus globale avant d'aller spécifiquement vers le bilan carbone. Comment ça s'est déroulé? Alors, bah, ça part des trois dirigeants, en fait, qui ont décidé vraiment de s'investir dans la RSE et d'aller vers un label. Ça a commencé en fait l'été dernier, en août 2022. En fait, on a constitué un comité RSE constitué par les trois dirigeants et puis des volontaires, des salariés. Enfin, c'est composé des différents salariés des trois entités. EM2, Tupac, EM2, Alpac et Navistac, pardon. Donc, on a fait une première réunion le 30 août 2022 où en fait, on a un peu dégrossi ce qui s'offrait à nous comme label, les partenaires, etc. On a ensuite fait un choix des prestataires pour nous accompagner. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a choisi Decide Performance. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on a été amené à travailler avec toi, Julia. Et puis, troisième étape, ça a été de faire un peu l'état des lieux de l'existant, notamment bah, le bilan carbone, mais tout le reste aussi, quelles sont nos actions déjà en place vis-à-vis des salariés, du bien-être au travail. Enfin, il y a plein de domaines à explorer, euh, dont le détail est compris dans la norme ISO 26000, en fait, on se base là-dessus. Et puis bah, là, on en est rendu au plan d'action. En fait, il a été établi là en fin juillet. Et donc là, c'est un plan d'action qui s'étale sur 3 ans et qu'on va dérouler avec des deadlines, voilà, et des pilotes pour chaque action. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur l'étape de sensibilisation? Oui, alors du coup, au niveau sensibilisation, on a déjà commencé au mois de décembre à réunir l'ensemble des salariés du groupe Tupac et on a réalisé une fresque du climat et puis un atelier qui ressemble à l'atelier d'automne. Je ne sais plus son petit nom exactement, là, cet atelier-là. Je crois que c'est Inventons nos vies bas carbone. voilà, inventons votre vie bas carbone. Ah, Donc ça a permis déjà d'instiller un petit peu notre démarche RSE à tous les collaborateurs. Et puis, on a mis en place une gazette RSE, donc qu'on diffuse à peu près une fois par mois sur différents sujets de la RSE au fil des avancées de notre démarche. Donc, ça permet de tenir informé un peu tout le monde. Alors, c'est vrai que pour l'instant, pour certains, ça reste un petit peu évasif, mais là, on va arriver abstrait. dans voilà, on va arriver dans le concret et dans les démarches plus terrain, et donc ça va forcément intéresser un petit peu plus tout le monde. On entendait moins bien Edwige sur la fin, mais voilà, je crois que l'ensemble du message est bien passé. Alors, sur la partie hop, bilan carbone, donc un bilan carbone, alors je peux tout afficher d'un coup. Hop. Donc là, on est dans la partie voilà, évaluation, bilan carbone. Donc,
On commence bien évidemment au début par nommer un pilote, on définit des objectifs, on définit aussi un périmètre pour réaliser le bilan carbone. Donc, Edwige a cité tout à l'heure les différents scopes, hein. Donc, nous, en tout cas, on prône et on réalise des bilans carbone sur l'ensemble des scopes, donc même le troisième. Donc, s'intéresse aussi à ce qui se passe en amont et en aval de l'entreprise, mais tous les flux qui, s'ils n'existaient pas, eh bien, voilà, l'entreprise ne pourrait pas réaliser ses produits ou ses services. Ensuite, on réalise ce qu'on appelle une cartographie des flux et on identifie les données qui vont être nécessaires au bilan carbone, donc les données qui vont être collectées pour ensuite être exploitées. Donc, aujourd'hui, avec Decide Performance, nous avons fait le choix d'utiliser les outils de l'association bilan carbone. Et donc, c'est grâce à ces outils-là qu'on peut ensuite transformer les données opérationnelles de l'entreprise en tonnes de CO2, en tonnes d'équivalent CO2, pour mesurer en fait les émissions de gaz à effet de serre. Donc on réalise ensuite une restitution. Donc dans le cas de Tupac, on avait plusieurs sites et ensuite on consolide l'ensemble des données du groupe. Et puis donc on partage, on échange avec l'entreprise avant de passer au plan d'action. Donc, pour vous donner une petite idée, voilà la cartographie des flux qui concernait là le site EM2. Alors, j'aime bien, moi, insister sur la ressemblance, ou en tout cas les compétences qu'on met en œuvre qui sont, enfin, certaines sont similaires quand on parle de supply chain et quand on parle là du bilan carbone. On est bien sur une cartographie des flux, donc là, voilà, on se rapproche de la supply chain, hein. On est sur des flux donc transverses, on s'intéresse vraiment à ce qui se passe du début à la fin, enfin du premier fournisseur au dernier client. Et bien évidemment, il y a des sujets comme les déplacements professionnels, des choses sur l'immobilisation, etc., qui sont moins du domaine de la supply chain, mais néanmoins, ce côté très transverse et très je cartographie les flux, voilà, ça se rapproche vraiment des compétences qu'on trouve en supply chain. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette cartographie, Edwige, puis peut-être sur cet exercice après aussi avec la collecte des données? Comment ça s'est déroulé pour vous? Est-ce qu'il y a eu des points plus difficiles? Alors déjà, l'établissement de la cartographie, elle a été travaillée avec Decide et puis différents collaborateurs de l'entreprise qui étaient amenés en fait à donner différents indicateurs nécessaires au calcul du bilan carbone. Donc on a investi le personnel dans ces différentes missions. Euh, En fait, il y a certaines données qui sont pas faciles à récupérer. Je pense notamment à la fin de vie de produit, où en fait, il faut aller vraiment chercher chez les clients ce qu'ils font de leurs produits, déjà ou jusqu'où ça va en fait. Ça s'arrête pas au client, mais au client du client éventuellement. Et en fait, ça, c'est encore des données qu'on a du mal à récupérer. Donc, il va falloir qu'on améliore notre façon de récupérer les données, surtout sur ce paramètre. Ok. Voilà. D'autres éléments sur... Et puis depuis, bah, ça nous a permis de mettre aussi en place des indicateurs qu'on n'avait pas, donc qui vont pouvoir nous servir aussi à nous améliorer. Euh, ça lève des pistes en fait. Très bien. Alors, on revient à une petite question. Alors, si certains nous ont rejoints en cours de route, en fait, vous allez voir sur le slide après un QR code que vous pouvez scanner pour vous connecter à l'application Slido et ça vous permet de répondre en direct à la question que va nous poser Edwige. Quel est le secteur qui émet le plus de CO2 en France? Est-ce que c'est les transports, l'industrie, l'agriculture ou les bâtiments? Voilà, donc vous avez la possibilité là de scanner le QR code ou de taper le code sur le site slido.com pour participer à la question qui démarre et vous avez 15 secondes pour y répondre. Oui, vous êtes majoritairement sur la bonne réponse.
Alors voilà, on voit quelques, je vais pas m'attarder là-dessus. Alors en France, en fait, c'est le transport qui est le secteur le plus émissif. Donc c'est pas le secteur le plus émissif au niveau mondial, hein. La spécificité de la France est liée à l'énergie nucléaire que j'ai évoquée tout à l'heure, qui fait que par exemple pour l'industrie ou pour les bâtiments, l'électricité est majoritairement utilisée. Et donc voilà, on se retrouve avec le transport où bah, c'est le pétrole, hein. Aujourd'hui, c'est 90% des marchandises qui circulent sur la route avec quasiment 100% de pétrole. Et cette part de marchandises, elle représente à peu près un tiers des 31%. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qu'il est intéressant de creuser. Alors, sur le slide, vous trouvez des éléments. Si vous voulez approfondir le sujet, vous avez le Shift Project qui a mené des travaux intéressants et qui propose des actions pour réduire les émissions liées au transport de marchandises. Et puis vous avez aussi un programme qui s'appelle EVE, qui est porté en partie par l'ADEME et qui permet aux entreprises spécifiquement de travailler sur des actions de transport. Alors, une autre question. Quels sont pour vous les autres leviers d'action en supply chain? On a parlé du transport, mais effectivement, il y en existe beaucoup d'autres. Et là, je crois que c'est plutôt un nuage de mots. Alors, je sais plus s'il faut que je clique. Non. Je pense que là, c'est nuage de mots. Si vous êtes inspiré pour nous proposer des choses. Mais moi, j'ai des choses à dire si vous n'êtes pas inspiré. Alors, l'inspiration n'est pas au rendez-vous. Ah, si, quelques-unes quand même. Oui, donc effectivement, on peut trouver plein d'actions à mener dans le périmètre supply chain. Donc le transport, on l'a évoqué bien sûr. Il était question là dans une proposition qui concernait les contenants. Donc oui, tout ce qui concerne les emballages, les supports de manutention. Donc moins on en a, moins ils prennent de place, moins ils pèsent lourd. Donc ça c'est intéressant. Donc ils continuent à bien protéger les produits. On peut aussi se poser la question de leur matière, de leur réparation, de leur réutilisation. Les achats, donc c'était également cité. Donc oui, où est-ce qu'on achète sa marchandise? À qui? À quel endroit? Comment elle arrive? Est-ce que là encore les matériaux qu'on achète sont en partie recyclés ou pas, ou recyclables? Donc il y a plein de choses à mener sur le thème des achats. Les infrastructures, donc là c'est plus général, hein, c'est valable pour des entrepôts, mais comme ça l'est pour des sites de production. Donc quelle énergie on utilise? Est-ce que c'est bien isolé, etc. La question des engins de manutention aussi peut se poser. Et l'économie circulaire, alors j'ai commencé à l'évoquer, hein, c'est comment on passe d'un modèle très linéaire à quelque chose de plus circulaire, de réutilisation pour faire peut-être moins de déchets ou prolonger la durée de vie. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler en supply chain. Et on aime aussi, nous, ajouter la notion de prévision et de planification. Donc là encore, il s'agit de prendre du recul sur ces activités et puis au niveau opérationnel, par exemple, transporter la juste quantité de marchandises sur, pour l'emmener là où il faut, au moment où il le faut, en limitant le nombre de kilomètres. Donc, cette notion de prévision et de planification nous semble vraiment importante pour optimiser les flux, les déplacements de marchandises et donc contribuer à moins de camions sur les routes et moins de gaz à effet de serre. Voilà pour l'ensemble des leviers supply chain que nous avons identifiés sur lesquels on peut tout à fait agir. Alors, revenons à Tupac et à son bilan carbone. Donc, voilà un résultat. Donc là, c'est un graphique qui reprend finalement la répartition des gaz à effet de serre selon différentes thématiques que vous trouvez sur la légende à droite. Et sur la partie énergie, sur le premier item, c'est bien énergie de l'ensemble des sites et pas que du site EN2. Donc, c'est coquille que j'ai vue tout à l'heure, donc je la précise. Alors, Edwige, c'est quoi la réaction de l'entreprise face à ces résultats? C'est quoi l'analyse? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Ouais, alors on s'y attendait quand même à ce résultat parce qu'on savait que en fait nos achats et notamment le carton en fait ont un gros coefficient carbone. En fait, le carton c'est énergivore pour le produire, donc on s'attendait à ce bilan. On est au niveau du deuxième poste, on est sur le fret, donc on est dans le transport. Et troisième poste, c'est les déchets, donc qui sont aussi des déchets de carton majoritairement, donc forcément aussi ont un bilan carbone important. Sur le reste, euh, voilà, c'est une énergie qu'on utilise pour produire les tubes en carton, c'est assez faible puisque nous on a un procédé qui est peu énergivore pour le coup. Euh, voilà, c'est vraiment anecdotique le reste, mais ça n'empêche on a des actions qu'on va mener sur des différents domaines pour pouvoir l'améliorer. Ce bilan carbone, en fait, il va quand même être difficile à baisser, puisque en fait, 80% de notre bilan CO2, c'est les achats, et qu'on a déjà travaillé, nous, en amont, avant de faire notre bilan carbone, sur la sélection justement des fournisseurs, donc au plus proche de chez nous déjà, et puis qui ont des pratiques plus vertueuses. Donc, bon, on est déjà tous en effet aussi. Euh, donc là-dessus, ça va être difficile de baisser, mais on va continuer. On a déjà des projets de réduction de déchets. Donc là, on est passé on a divisé par deux nos déchets déjà. Euh, et on continue les actions. Sur le fret, ben, on va continuer les groupages aussi. En fait, c'est des actions qu'on a déjà commencé, qu'on continue à mener. Et puis, comme on est trois entités en France aussi, on se répartit nos clients géographiquement pour avoir moins de kilomètres entre nous et nos clients. Donc, voilà, parce qu'on transporte quand même pas mal de vide avec les tubes. Donc, moins on fait de route, mieux c'est. Voilà. C'est les premières pistes. Après, on a plein de petites choses qui viennent en complément, mais qui n'impactera pas forcément beaucoup le bilan carbone, puisqu'on voit que c'est les achats quand même qui prédominent. Là, on y arrive effectivement. Donc, au plan d'action, en fait, on définit souvent trois types d'actions. Des actions qui peuvent être faites très rapidement, qui nécessitent euh, pas forcément beaucoup de moyens. Il suffit de s'appuyer sur quelques collaborateurs volontaires pour avancer. Donc, action immédiate. Action prioritaire, là où on est sur un- une nécessité de planification, d'investissement important, donc qui sont peut-être prioritaires dans les années à venir. Et puis, on peut avoir aussi des actions plus stratégiques ou des réflexions. Quand on parle de stratégie, c'est des choses qui peuvent, par exemple, impacter le modèle économique, ou se dire, tiens, bah, je vends des choses, est-ce que je peux les louer? Voilà, donc là, on est vraiment sur des choses qui touchent plus en profondeur l'entreprise. Donc, Edwige, tu nous as déjà cité quelques pistes là identifiées suite au bilan carbone. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il me semble qu'il y a des choses sur la colle ou côté bâtiment, par exemple. Oui, et puis on va travailler quand même pas mal sur l'économie circulaire, c'est-à-dire essayer de récupérer les déchets de nos clients pour pouvoir nous-mêmes les broyer et revendre la matière carton au plus proche. Donc déjà, ça fera aussi baisser le bilan carbone et puis ça rendra service à nos clients qui ne savent pas toujours quoi faire de leurs déchets de carton parce qu'ils n'en ont pas en suffisamment grosse quantité, donc ça leur coûte cher à détruire. Euh, voilà, on a aussi un projet de nouveau bâtiment, parce que nous, là, on est sur des bâtiments des années 50, donc où on chauffe les petits oiseaux, parce qu'il y a très peu de mince, c'est des bâtiments, oui, on n'a pas d'isolation. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre toc, On parlait de la non. colle, non, tout à l'heure. Ouais, la colle, on réfléchit éventuellement à. Parce que là, on fait venir la colle, elle est déjà liquide, déjà toute prête. Euh, c'est aussi une des pistes qu'on va peut-être essayer de travailler, c'est de faire notre colle nous-mêmes, donc la faire venir en forme de poudre ou d'éléments assemblés,
et puis d'ajouter l'eau, quoi. Donc, au niveau transport, il y aurait peut-être moins d'impact. Voilà. Après, faut qu'on même qu'on conserve notre qualité, donc c'est des essais à faire. Euh, et puis, bah, Je- on investit aussi pas mal dans la R&D. Donc là, on a créé un poste au niveau du Tupac, justement pour essayer de s'améliorer au niveau de l'éco-conception, etc., sur différents produits et de proposer des produits tout carton. Puisque là, actuellement, on fait par exemple des tubes avec des bouchons en plastique pour l'emballage, pour le transport, etc. On voudrait proposer des tubes tout carton avec des bouchons en carton. Donc ça, c'est en développement. C'est des exemples comme ça. Très bien, bah, merci. Un beau programme en perspective, du coup, pour ces prochaines années chez Tupac. Écoutez, on arrive un peu à la fin là, de notre présentation. Merci pour votre attention. Et s'il y a quelques questions, bah, nous sommes prêts à y répondre. Et je vois qu'il y en a quelques-unes. Hop. Alors, nous avons une question pour toi, Edwige. Est-ce qu'il y avait bien un bilan carbone déjà existant pour pouvoir faire une comparaison avec celui qui a été fait cette année? Oui, alors ça confirme, notamment au niveau du scope 1 et 2. Je ne m'étais pas trop trompée, donc ça me fait plaisir. On s'est amélioré entre les deux. Et en fait, nous, du coup, on a commencé à travailler sur le scope 3. Donc, on n'avait pas pris en compte à l'époque le déplacement de nos collaborateurs, etc., les déplacements de nos clients, les déplacements de nos fournisseurs, euh, le fret amont-aval. Ça, on ne l'avait pas pris en compte encore à l'époque. Donc, ça nous permet de dégager des pistes. Notamment, là, on est en train de travailler sur le covoiturage de nos collaborateurs. Et Stéphane Guibert, qui est le dirigeant de l'entreprise, fait partie de la commission mobilité là, depuis quelques mois de la communauté de communes pour essayer de dégager des pistes au niveau des différentes entreprises du secteur. Voilà, parce que sur notre entreprise seulement, c'est compliqué d'organiser du Ouais, covoiturage. Euh, mais sur l'ensemble du territoire, ça pourrait être intelligent. très bien. Alors, il y a une autre question. Y a-t-il une moyenne d'émissions de gaz à effet de serre des entreprises pour savoir comment Tupac est situé? Alors, donc, c'est un sujet assez délicat. Effectivement, quand on fait un bilan carbone, une démarche bilan carbone, il faut bien avoir en tête qu'on le fait d'abord pour son entreprise. C'est comme un peu une introspection. C'est on regarde comment l'entreprise aime et à son niveau, qu'est-ce qui émet le plus, etc. La comparaison avec d'autres entreprises est toujours très délicate. Alors, il existe enfin, certaines entreprises, mais de taille plus importante, ont l'obligation de publier un rapport d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, sur Internet, on peut trouver des choses, mais il y a peu d'exigences sur les données vraiment qui sont partagées. Donc, vous pouvez aller regarder, vous pouvez trouver des choses, mais voilà, c'est très succinct. On n'a pas toujours le détail du périmètre. Est-ce que c'est scope 1, scope 2, scope 3, etc. Donc, c'est assez difficile, en tout cas sur ce site qui est l'association Bilan Carbone, hein, côté ADEME, vous pouvez trouver. C'est assez compliqué finalement d'appréhender les choses qui sont publiées. Il existe quelques documents, alors comment on appelle ça, un peu par secteur, mais là encore, il n'y en a pas beaucoup. Et là encore, c'est pas évident à appréhender. Donc voilà, moi je mets toujours un point vraiment de vigilance sur cette possibilité de se comparer les uns par rapport aux autres en termes d'émissions globales. Après, sur les actions, il y a des choses qui peuvent être regardées. Donc, Edwige parlait par exemple de, je sais pas moi, récupérer les déchets chez les clients. Ben, on peut peut-être savoir parmi ses concurrents, les autres entreprises du secteur, est-ce que des actions comme ça sont déjà en place ou pas? Donc, on peut essayer de regarder en termes d'actions, mais comparer globalement des émissions de gaz à effet de serre, ça reste quand même assez, assez délicat. Voilà. Je sais pas si tu veux compléter, Edwige. Est-ce que Non, non, bah, voulez... c'est un peu comme comparer des choux et des carottes. En fait, Ouais, on sait pas toujours jusqu'où vont les autres entreprises dans leur bilan carbone. C'est pareil, si je comparais celui de 2018 à celui qu'on a fait actuellement, forcément, nos émissions sont plus importantes là, on a pris en compte là le fret amont et aval, par exemple. Donc, on est tout de suite forcément un peu plus élevé.
Ça donne une idée, mais faut savoir ce qu'on compare, en fait. Ouais, exactement. Donc, Moi, ça m'arrive d'avoir des clients qui me demandent notre bilan carbone. Euh, Quand je leur donne, je leur dis, bah, nous, c'est ça. Par rapport au tube que vous nous prenez, ça correspond à peu près à temps. Mais enfin, nous, ça comprend tel élément, tel élément, tel élément, tel élément. Voilà, on a mis ça dans notre bilan carbone. Faut savoir de quoi on parle. ok, merci. Alors, une autre question pour nous. Avez-vous songé au réemploi pour réduire votre empreinte carbone? Alors, le réemploi, que vous arrivez à mettre ça en place? Ouais, alors nous, on a des clients qui réutilisent plusieurs fois les mandrins carton. Tout dépend à quoi ils servent, hein, parce qu'on va faire du tube qui va servir de support d'enroulement à étiquette, comme du tube d'emballage, où on sait que ça peut être réutilisé éventuellement, mais on ne sait pas exactement en fait comment c'est réutilisé. On sait pour certains, mais il y a beaucoup d'inconnus pour d'autres. Ça, c'est au niveau des produits que vous fabriquez. Est-ce que plus globalement, dans l'entreprise, il y a d'autres sujets sur lesquels, je sais pas, vous pouvez, je n'ai aucune idée, moi, alors, les vêtements de travail, peut-être pas, mais, ou des machines, enfin, je sais pas, est-ce que cette thématique du réemploi, elle apparaît à d'autres endroits, dans le Oui, oui, périmètre parce qu'en fait, d'activité? on réadapte des machines, on crée de l'outillage pour adapter ces machines. Oui, oui, ça, en interne, c'est déjà fait, hein, largement même. On a des machines qui datent des années 30, pour tout vous dire, sur certains domaines, notamment au niveau défense. Donc, elles sont largement amorties, utilisées, chouchoutées pour qu'elles tiennent bien. Ouais, 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 voilà, ça. On essaye de prolonger la durée de vie, ce qui est déjà un bon point avant de le réutiliser, on va dire ça comme ça. Alors, je n'ai plus de questions. Je vérifie quand même, hop, dans la partie discussion. Non, est-ce que Edwige, pour toi, on a abordé tous les sujets ou est-ce qu'il y a peut-être un point que nous n'avons pas évoqué que tu souhaitais partager à nos spectateurs du jour? Bon, comme ça, Bon, bah, j'ai c'est pas d'éléments c'est supplémentaires. déjà bien. Euh, mais c'est vrai que c'est pas évident au départ de trouver les bons interlocuteurs et les bonnes données pour le bilan carbone. Il faut savoir un petit peu s'entourer, je pense, d'une manière générale sur la RSE. Pour nous cadrer, en fait, il y a besoin aussi d'éléments extérieurs aussi par rapport à la direction pour dire les choses. Voilà, ça, si j'avais quelque chose à retenir au niveau de la démarche Ouais, RSE globale, voilà, c'est bien de s'encadrer de quelqu'un d'extérieur quand même. Même s'il y ouais. a les compétences en interne, euh, des fois, tout n'est pas toujours facile à dire aux dirigeants et ça passe des fois mieux avec quelqu'un d'extérieur. Est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que côté, peut-être, je sais pas si on peut parler de prise de conscience parce qu'ils avaient déjà, voilà, beaucoup d'éléments en tête, mais est-ce qu'il y a eu une évolution côté dirigeant entre le début de la démarche et aujourd'hui? Comment toi tu perçois les choses? Oui, ben, en fait, je pense qu'ils pensaient pas y passer autant de temps, surtout dans la partie état des lieux, en fait, hein, vraiment aller creuser au plus profond de l'activité, dans les détails. Et voilà, ils pensaient que ce serait un petit peu plus léger que ça. Euh, mais maintenant que le travail était fait, en fait, ça dégage plein de pistes et ça nous structure vraiment. Pas seulement au niveau environnement, mais au niveau de la structure du groupe. Là, ça amène à des embauches en QSE notamment, en R&D. Voilà, il y a vraiment eu de la prise de conscience qu'il fallait évoluer dans nos pratiques et trouver un sens commun au niveau des différentes entités. Mais on est vraiment un groupe, quoi. Là, on sent vraiment que c'est le projet de groupe et ça nous a vachement apporté. Bon, bah, si c'est source de cohésion, c'est encore un élément qu'on pourrait ajouter dans pourquoi s'engager dans une démarche carbone. Alors. Eh bien, merci. On arrive, je vois plus d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir terminer ce moment ensemble. Merci encore Edwige pour ton intervention et tes éléments.
Merci à Aude qui nous a aidé à préparer ce webinaire. Merci à Maëlle, à Emma qui était aussi en coulisses pour nous aider sur la présentation et l'animation de ce temps ensemble. N'hésitez pas à consulter notre page LinkedIn et notre site internet pour rester au courant de nos actualités sur le sujet de la transition bas carbone, mais plus globalement sur le sujet de la supply chain. Merci à tous, passez une bonne journée et à bientôt. Merci, Au au revoir. revoir.